Elliot Page, acteur transgenre à la une du Time, Rachel Levine, pédiatre transgenre qui fait désormais partie de l'administration Biden. Faut-il pour autant parler d'un tournant sociétal? Où en est la lutte contre les discriminations faites aux personnes trans et non binaires? On en parle en cette journée mondiale de la visibilité transgenre avec Mariko. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes maire de Thilloy-les-Marchiennes, dans le nord de la France. Première personnalité trans à être élue à cette fonction en France. Avec nous également à Genève, en Suisse, Lynn Berthollet. Merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous avez cofondé et vous présidez l'association Épicène. On vous retrouve dans quelques instants. Mariko, vous avez aussi, je le signale, décidé de vous lancer dans la course à la présidentielle française de 2022. Vous, présidente, que feriez-vous ce soir à la place d'Emmanuel Macron pour endiguer l'épidémie? La question, c'est qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Parce que là, aujourd'hui, on est obligé de tenir, attendre les vaccins. Reconfiner fin janvier? C'est ce qu'il aurait fallu faire? Je pense que c'est déjà trop tard, parce que comme il y a à peu près 4-5 jours entre les symptômes et la personne qui contamine, je pense que, voilà, toujours en retard de phase. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais vous, comment ça se passe dans votre commune? Nous, c'est plus facile. On est un village, donc... on n'a pas de centres commerciaux, on n'a pas de métro, enfin on n'a pas de zone de densification humaine. C'est des maisons avec des terrains assez espacés, donc on est beaucoup moins confrontés. Voilà. Ouais, et pourtant tout est fermé. On n'a pas de commerce, nous, on est un village. C'est un village, sans commerce. Donc, Il reste juste l'église au centre. Non, on n'a pas d'église. Pas d'église, il n'y a que des maisons. Bon voilà, en tout cas on a planté le décor. Alors vous avez décidé de vous lancer en politique. Cette journée que j'évoquais, elle a vocation donc à valoriser la parole des personnes trans. C'est pour ça que vous êtes engagé dans la voie publique. C'est aussi pour porter la voix de celles et ceux qu'on n'entend jamais? En fait, non. Moi, je voulais m'engager pour mon village. Il y avait pas mal de choses à faire. Effectivement, on n'a pas de commerce, on n'a pas de bus, on n'avait pas la fibre optique. Ça y est, maintenant, c'est fait. On était un peu démunis, hein, comme beaucoup de villages ruraux, où on est un petit peu les laissés pour compte en termes de dotation. Voilà. Donc, c'était plus pour mon village. Et voilà. Puis, de ce fait-là, avec la médiatisation qu'il y a eu, effectivement, je suis devenu un symbole qu'on pouvait avoir une vie normale, indépendamment de son identité. Lynn Berthollet, c'est important d'avoir des symboles, comme le dit sur notre plateau Mariko? Oui, je pense que le rôle de rôle modèle, c'est très important pour les autres personnes de pouvoir s'identifier, de pouvoir avoir des exemples à suivre. Est-ce que vous avez, vous, vécu des discriminations concrètement en Suisse? Vous, ça fait quelques années que vous avez décidé d'affirmer votre identité, votre visage? Oui, ça fait 6 ans. 6 ans, oui, j'ai plus d'emploi, pour le moment en tout cas. Et Pourquoi vous n'avez plus d'emploi? Parce que tout d'un coup, j'étais trop qualifié pour les jobs qu'on aurait pu me donner, ou je sais pas. Mais très clairement, il y a eu, et dans l'association, on est malheureusement un certain nombre de femmes trans à avoir perdu le travail après la transition. Discrimination professionnelle, Mariko, c'est l'une des premières discriminations que vivent les personnes trans? Bien sûr. L'emploi, c'est difficile. Moi, j'ai attendu d'être ma propre chef d'entreprise pour pouvoir faire ma transition, parce que c'était le chômage garanti quand vous êtes trans. Voilà. Bon, déjà, en France, il faut savoir que déjà, si vous êtes trop vieux, si vous êtes trop femme, si vous êtes trop étranger, vous êtes déjà discriminé. Alors, imaginez être trans. Mais comment vous l'expliquez? C'est une question de mentalité, d'évolution de mentalité Je pense parce que j'ai travaillé en Belgique, puisque j'habite à côté de la frontière. On n'a pas du tout ce phénomène-là où il y a une diversité de genre, d'origine, d'âge, parce qu'il y a aussi une discrimination sur l'âge. Je pense que j'ai plus été discriminé sur mon âge que sur mon identité. Mais voilà, nous sommes un pays où on discrimine beaucoup. Donc le combat contre la discrimination contre les trans, c'est aussi le combat contre la discrimination en général. Lynn Berthollet, poursuivons, donc vous disiez discrimination professionnelle, mais on évoque aussi souvent, bien entendu, les violences et les agressions en France, en Europe, en Suisse aussi. Oui, il y en a. Oui. Dans l'association, on défend une jeune femme qui a été violée il n'y a pas tellement longtemps, en raison de sa transidentité. Et puis on essaie de convaincre les personnes qui sont agressées de déposer plainte, mais comme déjà au niveau de la police, c'est pas facile, les personnes préfèrent finalement renoncer, souvent, hélas.
Alors, vous faites partie donc des visages de la communauté LGBTQI. On va maintenant prendre la direction des États-Unis, où je l'évoquais, des personnes ont fait l'actualité ces dernières semaines en politique, mais pas seulement, dans le monde culturel également. Récit signé Guillaume Villadier. En jean et sweatshirt, Elliot Page fixe l'objectif et l'affirme haut et fort « Je suis pleinement qui je suis ». Au magazine Time, l'acteur raconte le long chemin qu'il a fait passer d'Ellen Page, l'héroïne star de Juno, nommée aux Oscars en 2007, à Elliot Page, le 1er décembre dernier. L'entretien est historique. La communauté transgenre a un nouveau porte-parole. J'ai un immense respect pour ceux qui ont fait leur coming out avant moi, de la gratitude envers ceux qui m'ont soutenu et une profonde préoccupation pour la génération de jeunes trans à protéger. Rejoignez-moi et dénoncez la législation anti-trans, la haine et la discrimination sous toutes ses formes. Elliot Page n'est pas la première personnalité transgenre à faire la une du prestigieux magazine américain. La pionnière, c'est l'actrice Laverne Cox en 2014. À l'époque, Time parlait de la transidentité comme la prochaine frontière des droits civiques en Amérique. 7 ans plus tard, Joe Biden franchit cette frontière en nommant une pédiatre transgenre comme ministre de la Santé. Et l'une de ses premières mesures à la Maison-Blanche a été de revenir sur la décision de son prédécesseur d'interdire l'armée aux personnes transgenres. Ce que je fais, c'est permettre à tous les Américains qualifiés de servir leur pays en uniforme. Essentiellement rétablir la situation qui existait auparavant avec du personnel transgenre qui, s'il est qualifié, peut servir son gouvernement dans l'armée américaine. Mais ces progrès ne sauraient cacher les persécutions et les sanctions qui, partout dans le monde, obligent encore la plupart des personnes transgenres à se cacher. Début mars, en Corée du Sud, la mort d'une militaire, sans doute un suicide, a consterné le pays. Elle avait été limogée de l'armée après avoir voulu changer d'identité sexuelle. Ne pas avoir de loi en vigueur contre les discriminations est profondément regrettable. Les membres des minorités sexuelles sont également des citoyens sud-coréens. À Douala, 2 personnes transgenres ont été arrêtées en février, accusées d'homosexualité, encore punies par la loi. Elles risquent entre 6 mois et 5 ans de prison. Voilà, Afrique, États-Unis, Europe, on le voit, Mariko, les lignes bougent progressivement, même si on voit qu'il y a de fortes résistances. Oui, il y a des résistances. De toute façon, on voit partout dans le monde la montée de gouvernements un peu d'extrême droite, un peu réactionnaires. Et les premières personnes qui sont attaquées, c'est les personnes trans, gays, et après, c'est les droits des femmes. Donc voilà, c'est quelque part ce vieux patriarcat, cette culture machiste qui ne tolère pas la différence et et on est les premières cibles. Mais une pédiatre qui devient secrétaire d'État américaine adjointe à la santé, pour vous le message est fort. D'abord parce que peut-être aussi la fonction, vous le disiez tout à l'heure, avant tout mère, ça porte ses fruits, ça, de mettre quelqu'un... Oui, parce que jusqu'à maintenant... La visibilité trans, c'était une visibilité négative. C'était la prostitution, c'était les folles, c'était la cage aux folles, des caricatures ou des images extrêmement noires de la transidentité. Aujourd'hui, on voit des images positives, des chanteurs, des mannequins, des réalisateurs de films. Des anonymes. Des hommes et femmes politiques, parce qu'il y a aussi une ministre en Corée qui est informaticienne d'ailleurs. Voilà, ça contribue à une image plus positive. Lynn Berthollet, vous êtes membre aussi du conseil d'administration d'Égide, qui est basé au Québec. C'est une organisation au service de la défense et de la promotion des communautés LGBTQI, de la francophonie. Alors vous êtes concrètement intervenu, me semble-t-il, au Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Écoutez, non, j'aimerais mieux. Oui, on est intervenu pour aider une personne et lui donner des moyens pour qu'elle puisse se mettre en sécurité dans un autre pays, mais je peux pas en dire plus. Je pense que vous comprenez pourquoi. Bien entendu. Mais je vous pose aussi la question parce que c'est vrai que l'argument, alors il ne faut pas essentialiser, mais parfois en Afrique, et pas seulement d'ailleurs, mais dans des pays, on va dire, de la rive sud de la Méditerranée et même parfois en Asie, on entend l'argument qui consiste à dire, mais pourquoi vous voulez nous imposer, je cite entre guillemets, un concept venu de l'Occident, ne nous imposez pas vos normes sociétales. Comment, quand on est une associative comme vous, on répond à cet argument ?
Mais je crois que la transidentité, c'est pas confiné dans un lieu géographique spécifique, dans une classe sociale spécifique, dans une classe d'âge spécifique, c'est universel. Et simplement, on essaye d'aider les personnes qui sont dans des pays qui sont moins tolérants que dans le monde occidentales à gagner leur liberté d'être qui ils ou elles sont. Mais est-ce que vous obtenez des résultats? Est-ce que vous obtenez des résultats? Est-ce que vous sentez que parfois, à force de travail et d'abnégation, ça porte ses fruits? Alors, ça porte ses fruits, oui, et ça va porter ses fruits. Égide est une jeune organisation qui, en plus, est née juste avant la Covid. Donc, les actions étaient quand même plus difficiles à mettre en place, mais maintenant, on a un fonds de soutien pour les organisations sur place. Et les personnes sur place, elles défendent leur culture, leurs valeurs et leur identité ou orientation sexuelle, puisqu'on représente aussi les orientations sexuelles. Il n'y a pas une tentative d'imposer la vision occidentale à ces personnes-là, je ne crois pas. J'aimerais vous parler de la première femme haut gradée transgenre dans l'armée helvétique. Christine Hug, c'est bien ça, elle s'appelle comme ça, on en avait beaucoup parlé en 2019, il y a 1 an et demi. Ça a été une avancée majeure selon vous? Lieutenant-colonel Hug, oui, c'est exactement comme Mariko en France. C'est des modèles qui sont absolument nécessaires pour faire évoluer les lignes et les mentalités et puis permettre aux gens d'être qui ils sont vraiment, où elles sont vraiment. Alors, y a-t-il des brèches? C'est nécessaire. Y a-t-il des brèches qui s'ouvrent également dans le milieu religieux? Si je vous dis Loane Rocher, ça vous dit quelque chose? Non. On va voir son visage peut-être. Elle est candidate au diaconat. Elle est féministe. Elle fait partie des rares Françaises candidates à des postes réservés aux hommes au sein de l'Église catholique. La voici. Alors, elle a aucune chance, disons-le, puisque la doctrine ecclésiastique lui interdit. Que vous inspire son exemple? C'est bien parce qu'il y a beaucoup d'archaïsme dans l'Église, beaucoup d'hypocrisie. Et aujourd'hui, on voit un regain des mouvements catholiques intégristes qui se mêlent de plus en plus de politique. Donc il faut vraiment que les catholiques, que je respecte profondément, au sein de leur Église, fassent évoluer le dogme. On sait très bien que certains dogmes catholiques sont issus de l'histoire, le célibat des prêtres. On sait très bien que ça n'a rien de religieux tout ça. Ils condamnent l'homosexualité alors qu'elle est largement répandue dans l'Église. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Il faut vraiment que les catholiques fassent évoluer de manière bienveillante leur Église, parce que alors disons-le clairement, celles et ceux qui nous regardent se posent souvent la question des mots, du vocabulaire à utiliser, y compris nous autres journalistes. Alors il est important de faire la distinction, disent l'association, entre la transphobie volontaire qui est politique et celle qui est involontaire. C'est ça l'importance des choix du mot. Par exemple, transsexuel, il ne faut pas dire, il faut le bannir. Pourquoi? Oui, parce que c'est un problème d'identité, c'est pas un problème de sexualité. Ouais. Voilà, donc ça, c'est alors l'identité. Ce qui renverrait à une question médicale plus. Voilà, et puis l'identité est sexuée, mais elle n'est pas sexuelle. Voilà, c'est complémentaire, mais c'est pas une problématique de rapport sexuel, de fantasme ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de sexuel. C'est identité. C'est comment se sent-on au fond de nous-mêmes. Lynn Berthollet, la dernière question, elle est pour vous peut-être. On n'a malheureusement pas beaucoup de temps, mais se pose aussi la question des enfants, des plus jeunes qui s'interrogent sur eux-mêmes, sur leur corps, qui sont parfois en pleine crise en adolescence. Comment faire dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a un gros travail à faire avec les parents, mais avec qui? Avec après des médecins? Alors, une chose qui est certaine, c'est que plus le milieu familial est accueillant et bienveillant, plus les chances que les choses se passent bien augmentent vraiment. Donc oui, d'abord, il faut pouvoir écouter et entendre et pas se projeter en disant j'ai eu un garçon et il sera militaire, et puis tout d'un coup le garçon dit je me sens plutôt fille, mais l'écouter, l'entendre, et puis après oui, il y a un passage quand même vers des médecins qui ont des formations spécifiques, qui ne sont pas forcément psychiatres. C'est un grand combat qu'on mène contre la psychiatrisation de la transidentité. Merci voilà. Beaucoup. Merci. Oui, allez-y. Voulu vous signaler qu'il y a aussi une mosquée LGBT à Marseille. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin, Lynn Berthollet. Et merci à vous, Mariko, d'avoir été avec nous.